BFM Académie 2013, Ève Chegaray, Sylvain Aurébi et Nicolas Dose sur BFM Business. Ils sont deux, mais dans une heure, il n'en restera qu'un. Voilà, vous connaissez le principe de la BFM Académie, les créateurs d'entreprises qui passent dans cette émission, mais c'est vous qui les départagez sur le site de BFM Business, bfmbusiness.com. Il y aura toute la saison là jusqu'au mois de juin, puis il y aura la grande finale comme d'habitude en public où il n'y aura là vraiment qu'un seul lauréat pour la saison et il remportera une campagne de publicité pour son entreprise sur BFM Business. C'est la logique, vous la connaissez, elle n'a pas changé. Et alors pour les interroger cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Ève Chegaray. Bonjour. Bonjour Nicolas. Elle est coach d'entrepreneurs et de décideurs. Et avec vous, Sylvain Aurébi, bonjour. Bonjour Nicolas. Il est président d'Orientis, les Tekousmi, la marque de thé bio Love Organic et les cookies Lorata, des mêmes investisseurs maintenant, hein, Sylvain Aurébi. Absolument, avec Marlette, les préparations pour gâteaux. On en avait parlé la semaine dernière. On a deux chefs d'entreprise, ça c'est l'ADN de cette émission. Le premier s'appelle Vissoud Sissouk, bonjour. Bonjour Nicolas. Et le deuxième s'appelle Grégory Nicolaïdis, bonjour. Bonjour. On y va. Alors, notre premier candidat cette semaine, c'est Vissoud Sissouk. Il est avec nous, il a créé Ecoprise, ecoprise.fr, c'est l'adresse du site. Vous vendez des multiprises programmables qui permettent de couper le courant le soir, le week-end et les jours fériés automatiquement. Voilà. C'est ça? C'est ça. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas plus compliqué que ça. Multiprise programmable et je peux automatiquement régler le moment où je veux que le courant se coupe. Voilà. Parce que vous en avez assez, vous, convaincu par l'écologie et la... Comment vous le savez? Je l'écoute sur les experts tous les jours. Je pense qu'il y a des choses à creuser dans la fiscalité verte, effectivement. Voilà. Et vous êtes convaincu, en tout cas, de la crise économique, puisque je vous entends. Disons qu'il y a des chances qu'elle se confirme un tout petit peu. Voilà. Je ne vous le cache pas. Et donc, du coup, tous les jours, vous allez éteindre vos multiprises, et puis avant de vous coucher, et puis tous les soirs, en rentrant après le boulot, les transports en commun, vous êtes obligés de tous vous les farcir pour vous les rallumer. Exactement ce que je me suis dit au tout début quand j'ai vu votre projet, Vissoud. Je me suis dit, tiens, il a trouvé le produit génial pour la communauté juive qui, le soir du Shabbat, veut pouvoir profiter de l'électricité sans avoir à toucher les commutateurs électriques. Exactement. Mais vous y avez pensé en le faisant? J'ai pensé une multiprise communautaire qui fait Shabbat, et j'explique souvent aux investisseurs qui me disent mais en quoi votre produit il est innovant. Je dis voilà, on a conçu un produit que vous pouvez pas trouver en grande surface actuellement. Parce qu'on a mis, donc je suis informaticien de formation, donc j'ai mis une petite microprocesseur programmable, et aujourd'hui on pourrait tout à fait télécharger le programme du Shabbat. Et vous aurez une multiprise qui fait Shabbat. Bon, j'ai pensé à ça, mais il y a un pitch que j'ai beaucoup apprécié, c'est si l'électricité était de l'eau, vous verriez les fuites un peu partout dans votre maison. Voilà. Et effectivement, la télé, elle reste en veille. Oui. Souvent, on laisse brancher le chargeur de téléphone sans le téléphone au bout. Tout reste en veille. Le four à micro-ondes, l'horloge est allumée. Voilà. Bon, à côté de ça, s'il s'éteint, l'horloge n'est plus à l'heure aussi. Voilà. Donc, et là, on a réussi aujourd'hui à quantifier ce que représentent ces mini-consommations mises bout à bout. Oui, alors en fait, ça représente le premier poste de consommation électrique dans les foyers, hors consommation chauffage. C'est-à-dire que c'est 10%. Toutes les consommations en veille représentent le premier poste à part le chauffage électrique. Oui, c'est selon l'ADEME. Et par exemple, vous prenez sur un foyer, en moyenne, c'est 1 300 €. Vous prenez ça à peu près 10%, donc vous êtes à 130 € d'argent gaspillé. Alors, l'idée, c'est qu'on arrête de laisser tourner tout ça 24 heures sur 24. Oui, parce qu'il est temps, en fait, de considérer l'électricité comme un service. Tout service a une heure de début, une heure de fin. Il ne faut pas que ça tourne open bar 24 heures sur 24. Et donc, le problème aujourd'hui, tout le monde en a plus ou moins conscience, mais bizarrement, il n'y a pas de produits qui sont vraiment proposés aussi simples pour pouvoir atteindre ce but. Vissoud, il y a quand même des programmateurs. Moi, j'en avais il y a 20 ans un programmateur. Oui. Alors, il y a les programmateurs. Pour une prise, hein, c'était pas des multiprises. Voilà. C'est qu'il y a les programmateurs, mais qui marchent que pour une prise. Moi aussi, j'en ai utilisé au début. C'est pour ça qu'après, j'ai inventé Ecoprise. C'est parce qu'à un moment, on finit par les enlever. Ou les oublier parce qu'on doit les cascader sur une multiprise. Donc je me suis dit, tiens, je vais chercher sur Internet, je vais essayer de trouver un produit 2 en 1. Et j'en ai pas trouvé.
un programmateur qui intègre la multiprise Et en vous même temps. avez regardé partout dans le monde. Alors c'est vrai que les formats de prise sont pas forcément les mêmes partout, mais ça se fait pas ailleurs. Alors si, quand même en Chine, ils font des trucs, on dirait des vaisseaux spatiaux avec un écran LCD, oui, on peut oui. programmer plein de choses, mais c'est pas... Pas aussi simple. pas Et aussi alors, qu'est-ce qui simple, ouais. fabrique ça? C'est vous qui l'avez fabriqué? C'est vous qui Je l'avez l'ai créé, conçu, alors on fabriqué? a gagné le concours innovation dans le Limousin Expansion en 2009. Donc ils nous ont accompagnés pour la conception du produit avec une société qui s'appelle SEDEP, donc qui fait la conception électronique à Limoges. Et pour la partie production, bon, sur l'instant, donc on a voulu chercher des entreprises en France capables de nous le produire en masse. On n'a pas trouvé. Donc on a lui pour l'instant externalisé, mais on espère bien pouvoir réinternaliser. Ça, Bah, devinez à votre En avis, Chine. à votre avis. En Chine, mais je vais C'est vous pas expliquer, écrit, c'est pas écrit. Escroc. Si, si. Je vais vous Mais donner si, c'est écrit, Oui, Nicolas. sûrement quelque part. Bon, je vais pas. C'est par rapport à notre business model, parce que ce qu'on veut, c'est que les consommateurs aient un retour sur investissement entre 1 et 2 ans. C'est-à-dire qu'au bout d'un an où la multiprise ne vous a rien coûté, et les années suivantes, vous gagnez de l'argent. Donc c'est un D'accord. super modèle. Mais pour atteindre cette équation économique, il fallait quand même atteindre un certain prix. Il faut savoir aussi que... là, Et ouais. combien ça coûte alors? Alors là, ça coûte 34,90 €. 34,90. 34,90 et donc normalement un gros consommateur il est sur 1 an pour un retour sur investissement. Quelqu'un qui va brancher une Et grosse je chaîne me suis ici. posé une question quand même, Vissoud, c'est que bon, c'est très très bien, effectivement, la multiprise, c'est très facile. On imagine qu'on la branche chez soi et qu'on a la capacité, avec le processeur que vous avez installé dedans, de la programmer. Ouais. Il n'y aurait pas moyen d'être directement présent sur le compteur électrique? Vous savez, aujourd'hui, quand vous avez un compteur électrique, vous avez pratiquement toutes vos prises qui correspondent à des petits disjoncteurs. Il n'y aurait pas moyen d'être plus invisible et finalement... Nicolas Dose au concours Lépine. Mais bon, voilà. Il n'est pas bon qu'en économie, Nicolas. Ah oui, il il est a très vraiment bon en chose, électricité c'est aussi. un bon père On de va se voir après famille. l'émission, j'ai noté vos Voilà, idées. voilà. Moi, je prends des claques quand je raconte des trucs, je me fais chambrer. Parce que là, on a l'impression que c'est un produit quand même pour les particuliers plus que pour les municipalités, par exemple. Ça Alors- ressemble plus à un produit pour particuliers. Alors pourtant on en a vendu à la ville de Paris et là on a une demande d'échantillons pour la ville de Levallois. Pourquoi en fait il y a cette solution centralisée, elle a toujours existé. Elle n'a jamais été vraiment utilisée. Pourquoi? Parce Ça que existe et ça marche pas. ça marche pas. Ah ouais. Parce que C'est ça les gens jamais ont osé vraiment couper tout le courant parce que ça se trouve, vous, Nicolas, vous travaillez à 22 h, vous êtes sur votre fichier Word depuis 3 heures, on vous coupe le courant et là vous vous avez perdez perdu On tout. doit avoir moyen peut-être quand même de cibler les coupures de courant aujourd'hui sur les énormes tableaux électriques. Oui, mais au bout d'un j'ai moment, pas on envie se de vous retrouve saouler plus. avec ça parce que c'est pas votre business. Sur votre business, c'est la prise que j'ai entre les mains. Oui, c'est que Bon. nous, on propose une solution qui, pour des 7 à 77 ans, parce qu'on a trouvé justement, quand vous parlez du minuteur, c'est pas accessible à la dame qui a 70 ans, aux gens qui ont des problèmes de mobilité d'accès, etc. Et alors, et vous avez une prise différente pour les entreprises? Oui. Parce que c'est des prix différents et vous vendez à 34,90 Oui, parce qu'on celle-ci considère- et 41 pour les entreprises. Alors c'est comme pour les impôts, les entreprises quoi, c'est paieront les plus pigeons cher. Non, C'est la pas même ça. prise qui est vendue plus cher. Donc. Non, parce que les entreprises vont pouvoir économiser plus parce que la multiprise, elle va couper le courant automatiquement de vendredi minuit jusqu'au dimanche minuit. Donc c'est pas dans les startups où les gens viennent bosser le week-end alors? Ah non, c'est pas pour monsieur là, mais par contre, vous avez la possibilité à tout moment d'enlever la fonction éco. C'est comme sur D'accord, oui, il y a un les bouton. électroménagers. On ne peut pas programmer quel est le jour qui nous intéresse? Si, dans Un commerce qui est fermé le lundi ou Oui, alors des bon, ça sera artisans, pas un commerce, mais aujourd'hui on a une offre pour les entreprises. Il faut qu'elles commandent au moins 500 pièces minimum. On peut programmer, par exemple, il y a des entreprises qui vont fermer tout le mois d'août. Et puis on veut couper tout le mois d'août, on veut couper tel jour, bon Shabbat, des jours fériés. Voilà. Ça, Ah oui, mais je ne sais pas. Enfin, Non, mais ça Si, m'est si, venu, vous êtes le premier parce que j'en ai parlé. Avoir cette idée-là? Non, mais vous êtes le premier à me le rappeler, alors que j'en avais parlé pendant les réunions d'investisseurs. Et je voulais pas en parler. Parce que je voulais déposer l'idée, parce que ça va cartonner. Mince. et- Ah bah là, ça y est, tout le monde le fait. Parce que toute la France écoute la BFM Academy. Voilà. Bah Mais oui. bon, si les gens... pourquoi est-ce que dans votre fiche d'inscription, vous dites que le don que vous aimeriez avoir, c'est vous lever à 4h du matin? Moi, c'est ce que je fais tous les jours. Je peux vous raconter ce que ça veut dire. C'est quand même un peu un pince-homme certaines fois de se lever à 4h du Il est matin. bon en R&D, Nicolas, bon parce qu'il se lève tôt. Voilà, c'est ça. Parce que j'ai lu, j'ai beaucoup d'idoles où je lis comment ils ont fait pour réussir leur entreprise, etc. Et souvent, ils racontent qu'ils dorment très très peu. Ouais, c'est vrai que généralement, les grands de ce monde dorment très peu et ont une très bonne mémoire. Il parle de réussir, Vissoud. Je veux que vous F. nous disiez Oui. quelle est votre ambition Mon ambition dans la au-delà vie, de la prise. c'est d'arrêter d'avoir à travailler à 45 ans
pour... Il y en a 42. Ah, le truc. Donc il me reste plus beaucoup de temps. Optimiste, hein. Je vais pouvoir me laisser. Mais j'ai tellement d'idées, tellement d'inventions que voilà, je voudrais avoir du temps à avoir une maison au bord de la mer et puis avoir le financement pour dessiner tous mes produits. Non, votre rêve, Bissoud, attendez, votre rêve, c'est d'être rentier. Non, mon rêve, Vous avez compris que c'est un pays qui avait fait le tapis rouge fiscal pour les rentiers, vous voulez être Mon rêve, rentier? c'est d'être le Steve Jobs des produits, des éco-produits. D'accord. Donc à chaque fois on me dit oui, t'as fumé, c'est pas possible. Bon. On lui dit l'appel que vous lanceriez à la BFM Academy, vous ne voulez quand même pas rater l'interview du prochain Steve Jobs. Donc effectivement, il y croit sérieux. Il faut tous un modèle et je pense que. Vous cherchez des fonds, Bissoud? Oui, donc je passerai après avec. Non, mais vous cherchez à lever des fonds? Oui, je cherche à lever des fonds. Alors, vous cherchez d'abord combien et puis pour quoi faire? Parce que là, vous avez un produit, franchement, il ne peut pas aller beaucoup plus loin. Quel est si, parce qu'en fait, j'ai défini une gamme de 5 produits. Et je pense que pour plus que le brevet qu'on a déposé, notre vraie protection, ce sera notre avancée, notre connaissance dans ce milieu et les produits qu'on a fait. Et l'un de mes autres modèles, qui est Xavier Niel, lui, il avait créé la Freebox. Et quand Orange a sorti la Freebox V1 au bout de 8 mois, donc qui était copiable, Xavier Niel a sorti la V2. Et après, quand ils ont sorti la V3, V4... Ouais. Nous, on est prêts. un mix On est de prêts Xavier qu'Orange nous Niel et sorte la V1 de leur entreprise et nous, on va sortir la V2. De quoi? Qu'est-ce que vous attendez de votre passage dans BFM Academy? Qui doit vous entendre et vous comprendre? Tous les gens pour qui j'ai essayé enfin, c'est difficile donc d'accéder aux gens, de leur faire comprendre et tout ça. Qu'il y a la possibilité aujourd'hui de faire simplement un geste pour l'environnement et pour son portefeuille. Donc ça me permet si les gens m'entendent, que voilà, maintenant cette solution existe. Voilà, c'est Bissoud Sissouk, donc l'éco-prise, les prises programmables qui coupent le courant automatiquement pour économiser l'énergie. Les quelques chiffres clés, donc aujourd'hui ils sont 4, dont 2 associés. Il y a 30 embauches prévues d'ici 30 ans. En 2011, il y a eu 80 000... Pardon ? 30 embauches d'ici 3 ans. En 2011, vous n'avez pas le temps. Vous avez il y aura des cheveux blancs, il y aura des éco-prises dans le monde entier. 80 000 euros de chiffre d'affaires en 2011. Fixé sur la croissance actuelle de la France dans ces 3 ans. 120 000 euros de chiffre d'affaires attendu en 2012. Et si tout va bien, peut-être jusqu'à 1 million en 2013. Allez, on marque une pause. Deuxième candidat à suivre. Merci. Lundi, 19h sur BFM Business. Expertise, pédagogie, liberté de ton, l'écho s'éclaire sur BFM Business. 90 minutes pour comprendre l'actualité économique du jour avec Fabrice Lundy. Je vous attends lundi soir pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur le sujet économique du jour. Tu sais, je crois que c'est bien d'en parler. Allez, raconte-moi, tu l'aimes encore? Bien sûr que je l'aime. Avec tout ce qui se passe, tu l'aimes encore? Mais oui, je l'aime. Tu sais, on passe des bons moments ensemble. Et tu lui as dit? Pas encore, j'ose pas. Ah ben dis. Jeudi 18 octobre, dites à votre boîte que vous l'aimez. Organisez la fête de votre entreprise. Plein d'idées sur j'aime-ma-boîte.com. Tout BFM Business, toujours avec vous. Mettez BFM Business dans votre iPhone. Téléchargez l'application gratuite BFM Business et emportez BFM Business avec vous. BFM Academy 2013, Ève Chegaray, Sylvain Aurébi et Nicolas Dose sur BFM Business. Vous aimez les mots? Eh bien, lui aussi. Ça ne veut absolument rien dire, sauf que si, car je vais vous présenter Grégory Nicolaïdis, welovewords.com. Exactement. Donc vous êtes une place de marché Internet. On vient y chercher de l'écrit. C'est-à-dire que les marques, par exemple, les industriels du monde artistique, les médias, peuvent solliciter des auteurs qui sont membres de We Love Words. Il y en a 10 000. Et on peut obtenir du contenu. Par exemple, une marque va chercher un slogan, un nom de marque. Ça coûte cher, un nom de marque, quand on prend une agence professionnelle. Un contenu éditorial ou alors de l'argumentaire, un industriel dans le domaine plutôt artistique, c'est-à-dire plutôt le monde littéraire, musical, audiovisuel, vient chercher des paroles de chansons, des scénarios. C'est ça. Et un média vient chercher un dossier thématique, une enquête, un article. Voilà. J'ai plus rien à rajouter. C'était un super pitch. Cette idée, en effet, c'est vraiment d'avoir créé la première place de marché des contenus écrits. L'idée m'est venue en fait d'une expérience que j'avais eue chez Universal Music, où j'étais directeur marketing et où à un certain moment j'étais confronté à la pénurie de bonnes paroles de chansons.
Et j'avais voulu faire confiance. Vous avez remarqué, vous Ouais, aussi, c'était compliqué. Hein, je crois que c'est un peu un fléau des temps modernes. Et donc du coup, j'avais lancé un appel à texte sur Internet où j'avais sollicité l'intelligence collective et des auteurs amateurs en leur donnant la possibilité d'écrire pour une interprète dont je m'occupais à l'époque. Et en quelques jours, on avait reçu plus de 1000 paroles de chansons, dont certaines étaient vraiment excellentes. D'ailleurs, c'était un professeur de sciences éco en banlieue parisienne qui s'était retrouvé propulsé auteur à succès et avoir sa chanson diffusée sur toutes les radios de France. Donc le point de départ, c'est vraiment de me dire, ok, comment est-ce qu'on peut permettre à ces industries créatives au sein desquelles je travaillais à l'époque, mais également aux marques et aux médias, d'aller sourcer l'intelligence et la créativité ailleurs que dans leur réseau personnel ou dans le vase clos dans lequel elles sont généralement. Alors, ce qui m'a frappé sur votre site, c'est que quand on y va, ça fait plus réseau social. Ouais. On ne sait pas trop où on est au début. Ouais. Ça fait un peu des fouloirs. On se dit, tiens, je vais balancer mon petit mot, balancer mon petit poème, ma petite idée. Et on n'est pas forcément immédiatement, quand on va sur le site, dirigé dans un business qui doit répondre à l'attente d'un client. Alors, c'est volontaire. Le côté réseau social volontaire, en fait, précède la place de marché, en fait. Ouais. C'est involontaire, pour être tout à fait honnête. En gros, on était vraiment parti du principe qu'on voulait être la première communauté d'auteurs en ligne. Voilà, réseau social. Voilà, donc c'est pour ça que ce qu'on ressent vraiment aujourd'hui, cette créativité et le fait qu'on est avant tout sur un site d'auteur. On va en parler peut-être tout à l'heure, mais on est en train de boucler une levée de fonds pour développer une autre application, donc un autre site, qui sera vraiment pour le coup le site dédié aux professionnels. Mais avant d'aller les adresser et leur dire on a une communauté de 10 000 auteurs créatifs à vous proposer, il fallait évidemment la constituer, cette communauté. Et donc c'est ce qu'on a fait. Vous proposez donc une page vitrine aux membres de la communauté pour leurs textes, ça c'est ce qu'on voit effectivement quand on arrive, une gamme complète d'outils d'archivage, tout l'accompagnement pour le dépôt légal des textes, ça c'est quand même pas mal du tout. L'accès à la place de marché pour vendre les textes, alors ça crève pas les yeux quand on y va, mais enfin il y a quand même des concours ouverts. J'ai vu qu'il y avait un concours, je sais plus avec qui. Il y en a plusieurs. Voilà, qui est en cours. On va en parler tout à l'heure, il y avait des concours très sympas. Ouais, j'ai aussi vu quand même des concours avec des dates qui étaient dépassées, des concours. C'est dans la catégorie concours terminé. Alors. Ouais, voilà. Ouais. Bon, on les laisse parce que c'est sympa. Bon, concrètement, qui vous paye et qui écrit et contre quelle rémunération également. Tout à fait. Ok. Donc on a un modèle essentiellement B2B. Donc nos premiers clients, ce sont les industries créatives, à savoir les éditeurs littéraires, les boîtes de production audiovisuelle ou les maisons de disques, mais également les médias et les marques qui lancent des appels à texte sur notre site et qui pour ça nous payent. Ils nous payent de deux façons en fait. Ils nous payent la prestation de service qui consiste à lancer ce concours sur notre site. Ça c'est un montant fixe qui est vraiment délimité. Devenir la vitrine du concours, ça a un coût. Voilà, créer la vitrine, modérer les contributions qui sont publiées dans le cadre du concours, faire une présélection. Modérer, ça veut dire les lire avant pour éviter qu'il y ait n'importe quoi. Modérer, c'est s'assurer que personne ne fait l'apologie de choses pas super sympas. Ça nous est rare. Voire illégal. Voire illégal, ça nous est arrivé. En fait, moins fréquemment que ce qu'on pouvait imaginer, mais on s'engage quand même à s'assurer que dans le cadre des concours qu'on organise avec des marques comme Danone ou autres, personne ne se lâche et publie des textes qui n'ont rien à voir. Donc ça, on les modère, vraiment on intervient. Ensuite, on fait une présélection des meilleurs textes, on les remonte à notre client donc on lui fait gagner du temps et on lui amène vraiment un choix assez intéressant. Sur chaque appel à texte qu'on lance en moyenne pour nos clients, on reçoit 100 à 150 propositions proposées par des auteurs super différents. Donc il y a du poète, du conteur, du concepteur-rédacteur, du storyteller. Donc c'est vraiment des profils très variés. C'est des univers qui a priori ne sont pas mis en parallèle. En fait, ce qu'on va chercher, c'est le bel accident. C'est-à-dire qu'on va chercher le bel accident. On va décloisonner des talents et des plumes qui n'auraient jamais eu accès en fait à nos clients sans passer par pour certaines d'ailleurs. Qui s'ignorent, c'est des agents en assurance, des experts. Il y a vraiment de tout. La question que posait Nicolas, qui paye quoi? Donc du coup, le client paye cette prestation de service. Elle varie en fonction du contenu qu'il recherche et du temps de mise en ligne de son concours. Ça lui coûte entre 2 000 et 5 000 euros. Et ensuite, il paye pour le contenu qu'il va recevoir à la fin de l'appel à texte. Sur ce contenu-là... Votre service pur, c'est dans les 2 000, 5 000 euros. Et ensuite, Ensuite, il y a un contenu qui est acheté par le client suite à cet appel à texte. Et le prix de ce contenu varie, pareil, entre 1 000 et 5 000 euros. Sur ce contenu-là, on prend une commission, en fait. D'accord. Ça, c'est vrai avec celui qui est l'auteur? Celui qui est l'auteur prend la différence sur 100% versé par le client, on va en prendre entre 20 et 30%. Les 70% restants seront versés à l'auteur. On peut espérer un petit billet d'avion aller-retour pour une destination sympa si on a réussi à être sélectionné. Ouais, et si on arrive à être figuré parmi les auteurs un peu stars de la plateforme, on peut même en vivre en fait, c'est ce qu'on a réussi à démontrer aujourd'hui. Un point juste pour finir sur ce sujet-là, un point très important, c'est que quand on travaille avec une maison de disques, une boîte de prod ou un éditeur, on va également récupérer des droits d'auteur sur le contenu qu'on a remonté à notre client. Donc We Love Words aujourd'hui est en train de se créer un catalogue de droits avec des textes publiés chez Flammarion, chez Univers Poche, chez Harlequin, qui fait que dans 5 ans, on aura un actif assez incroyable dans une hypothèse de sortie. Ève Chegaray. Grégory, je me demandais si vous êtes le seul à faire ça. Alors, vous avez forcément vos spécificités, mais il y a quand même beaucoup de partage d'écrits déjà sur Internet. En fait, donc sur la dimension communautaire et site d'auteur,
Il y a plein de sites qui existent dans le monde entier, qui sont souvent d'ailleurs très centrés sur un type de contenu. On en a eu ici d'ailleurs, des sites qui voulaient fédérer les talents sur une place de marché. Ouais. Voilà. Alors, mais des communautés en fait qui ont fait comme nous, à savoir brasser du poète avec du concepteur-rédacteur. Aujourd'hui, on est un peu les seuls à le faire, j'ai l'impression. En France, mais aux États-Unis, ça existe. Aux États-Unis, ça existe, mais encore toujours une fois, de façon assez soit confidentielle et pas industrialisée. On ne peut pas d'ailleurs justifier aujourd'hui que nous, on a réussi à industrialiser ça, mais on est en train de le faire. Donc c'est ce qui nous différencie un peu des autres. Et sur la logique de place de marché et d'intermédiation, donc notre modèle, c'est un anglicisme, mais c'est un modèle de crowdsourcing. Il y a plusieurs structures qui font ça en France, en Europe et dans le monde, avec un positionnement a priori plus low cost que le nôtre. Je ne sais pas si on peut les citer ici, mais il y a plusieurs sites en France qui font ça, sur un marché qui est assez intéressant, qui est la production de contenu pour optimiser le référencement naturel des sites. Le site d'une marque qui veut optimiser son référencement naturel dans Google va devoir acheter du contenu pour remonter dans le classement. Donc c'est quand même assez différent. Donc ça oui, mais en même temps c'est un marché qu'on étudie parce que les plumes dont ces clients ont besoin sont des plumes malgré tout de qualité. Alors pourquoi pas. Ensuite il y a des grosses plateformes d'intermédiation qui font la même chose que nous mais dans les contenus liés à l'image, donc photos, vidéos, logos, mais pas encore dans le texte. Ouais. Votre compétence la plus fine, la plus poussée, est-ce que c'est? Ouais. Je pense que c'est notre agilité, notre capacité à mettre en relation des mondes qui parfois n'avaient pas prévu de se rencontrer. Et ça, je pense que c'est dans l'ADN de Will Awards, dans l'équipe de fondateurs, il y a des profils très variés. Il y a des anciens VC, donc des capitaux risqueurs. Il y a des anciens ghostwriters spécialistes dans l'édition littéraire. Des nègres. Il y a des anciens de chez Studio Canal, il y a des nègres. Et je pense que cette mixité, cette diversité fait qu'aujourd'hui, on arrive à répondre à un besoin d'une industrie d'un client qui est dans le luxe, comme un client qui est en train de lancer une collection de nouvelles, érotiques, ça nous arrive aussi. Donc c'est vraiment d'arriver à jongler et de satisfaire en fait cette demande-là. Et c'est uniquement pour la francophonie, donc. Alors vous avez un nom qui est anglais, paradoxalement. Vous adressez à la francophonie. Est-ce que vous allez avoir une déclinaison un de ces jours vers le monde hispanique ou le monde anglo-saxon, évidemment? La question de Sylvain Aurébi. Ouais. Alors Sylvain, oui, tout à fait. Donc on a beaucoup communiqué au début sur la francophonie parce qu'on ne voulait pas se priver d'auteurs qui venaient du Québec, de Belgique et de Suisse, sachant qu'on était vraiment aussi là pour leur permettre de participer aux opérations. L'Afrique aussi. L'Afrique, oui, tout à fait. On en a pas. Je pense qu'on a à peu près 5% d'auteurs qui viennent d'Afrique francophone. Mais notre vocation est vraiment le plus vite possible d'aller nous déployer à l'international. Alors on est des risqueurs, mais il y a une limite à ça. Donc on a préféré valider les outils et positionnement de base de Will Awards. Je pense qu'on a bien fait d'ailleurs parce que depuis un an il s'est passé pas mal de choses donc on va boucler notre premier tour de table assez rapidement pour ensuite en faire un deuxième et à ce moment-là je pense qu'on se développera à l'international et je pense que ce sera l'année prochaine. Et la levée de fonds, vous l'attendez pour quel montant? Alors on est en train de boucler en fait en ce moment, donc à peu près mi-octobre. On a on va dire un pool de business angels qui est en train de rejoindre le projet au profil vraiment super intéressant. Quand je parle d'investisseurs d'ailleurs, c'est pas uniquement investisseurs en argent, mais ils vont vous aider. Ouais, d'accord. J'ai eu cette chance-là et je pense que je suis allé les chercher aussi, c'est d'aller chercher des personnes qui avaient une affinité aux marques parce que c'est vraiment notre cible prioritaire aujourd'hui, produire du contenu pour les marques, mais qui avaient tous une sensibilité créative, une volonté aussi de rejoindre notre idéologie, d'aller décloisonner les talents, de révéler les talents, de révéler des plumes. Vous parlez d'idéologie carrément. C'est très fort et je pense que dans cette marque Will Awards aujourd'hui, cette marque elle est gonflée de valeur en fait. Et c'est ce qui nous permet d'aller voir LVMH et le même jour d'aller voir un petit éditeur. Vous êtes fiers de ce que vous avez fait. Ouais, on est fiers en même temps, il y a le feu sacré. On est fiers, on n'est pas encore totalement satisfait. Enfin, je pense qu'il y a une nuance. On est assez fiers de ne pas avoir lâché non plus parce que c'est un projet qu'on a lancé depuis 2 ans qui a monté de façon assez crescendo. Je pense qu'aujourd'hui on a trouvé le modèle et on a commencé à mieux affiner nos cibles aussi, c'était important. J'ai même l'impression qu'il y a eu des surprises. À vous écouter, on a l'impression que tout n'était pas prévu finalement au départ, qu'il y a eu des opportunités, ces marques-là dont vous parlez. On sent peut-être même encore un peu à travers le site que vous êtes en train de passer vers le contenu de marque alors que vous étiez au départ sur un contenu plus littéraire, disons. C'est vrai, je ne sais pas si vous l'avez toujours sous la main. Mais j'ai reçu le premier prix, c'était le premier prix Will Awards. Vous avez fait notre premier client avec Flammarion. Et vous continuez à le décerner tous les ans? Alors ça, on va dire que c'était une opération qui s'était justifiée à un moment où on lançait notre site et on voulait pas forcément en faire un événement récurrent.
Mais il n'est pas impossible qu'on le refasse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on refait plein de concours avec d'autres éditeurs et on était très contents de lancer cette première. Peut-être qu'il y en aura d'autres qui suivront. On en redira un mot tout à l'heure. Essayez de penser à une phrase, une formule, un texte qui vous a profondément marqué, qui était improbable et qui était génial, parce que ça, c'est véritablement ce qui fait vivre votre histoire. Vous vous attendez 500 000 euros de chiffre d'affaires en 2013, 100 000 euros cette année. Vous êtes 3, mais sans doute 7 personnes de plus si la levée de fonds se confirme. On marque une deuxième pause. Les mouches du coach, à suivre. Chaque heure, chaque jour, chaque semaine, l'économie se construit. Que dit Challenge cette semaine? Les Peugeot. Dans une grande saga, Challenge raconte les secrets de la famille actionnaire de Peugeot Citroën, les divergences entre les deux clans, les incidences sur les difficultés du premier constructeur automobile en France et les premiers projets communs avec General Motors. Les secrets des Peugeot, c'est dans Challenge. Quand vous éteignez la télé, allumez la radio et restez connecté gratuitement au premier média d'information économique et financière. BFM Business à Paris sur 96.4. Retrouvez toutes les fréquences de BFM Business à la radio sur bfmbusiness.com. BFM Business à Courchevel 94.9. À Aix-en-Provence 103.1. BFM Business numéro 1 sur l'économie, le premier média intégré, radio, TV, web et mobile. BFM Business, il est 18h30, l'essentiel de l'actualité. C'est une affaire très grave, juge Bertrand Delanoë, réaction du maire de Paris à l'affaire dans laquelle est mise en examen Florence Lomblin, maire adjointe écologiste du 13e arrondissement de la capitale. Affaire de blanchiment de fonds liée au trafic de drogue. En tout, 9 personnes ont été mises en examen. Au domicile de Florence Lomblin, les enquêteurs auraient fait main basse sur 400 000 euros en liquide, 350 000 selon son avocat. Mais l'élu démente toute implication dans ce vaste réseau de blanchiment. L'argent provient d'un héritage, affirme-t-elle. Selon son avocat, elle n'aurait à se reprocher tout au plus qu'une fraude fiscale. L'UMP parisienne met en cause la permissivité de la gauche. La redevance audiovisuelle pourrait être étendue aux résidences secondaires. Un amendement PS au projet de budget 2013 propose l'instauration d'une redevance demi-tarif de 64 €. En échange, la redevance pour les résidences principales ne serait plus augmentée que de 2 € contre 4 prévus initialement. Le tout pourrait rapporter quelques 164 millions d'euros à l'État. L'amendement pourrait être adopté mardi prochain en commission des finances. Le FMI exhorte l'Europe à accélérer le rythme des réformes. À l'issue de la réunion de son comité directeur, le Fonds monétaire international salue les récents développements européens et notamment le programme d'achat de titres d'État souverain par la BCE et le lancement du mécanisme européen de stabilité. Mais des étapes supplémentaires sont nécessaires, affirme le FMI. Et à propos de la zone euro, Paris pourrait accepter de donner plus de temps à Athènes pour atteindre ses objectifs de réduction des déficits si le prochain rapport de la Troïka est positif sur le respect par Athènes de ses engagements. Déclaration du ministre français de l'économie Pierre Moscovici. De nouvelles manifestations cet après-midi en Espagne et au Portugal contre les politiques d'austérité. Des milliers de personnes sont attendues à Lisbonne et dans d'autres villes portugaises, tandis qu'à Madrid, le mouvement des indignés organise un concert de casseroles. François Hollande participe en ce moment au 14e sommet de la francophonie en République démocratique du Congo. Le président français insiste sur la défense des droits de l'homme. Il s'est entretenu aujourd'hui avec le président congolais Joseph Kabila, mais aussi avec des ONG et des membres de l'opposition. François Hollande a par ailleurs réaffirmé que les frontières de la RDC sont intangibles, faisant référence au conflit dans l'est du pays, à la frontière avec le Rwanda. De violents combats opposent aujourd'hui l'armée syrienne aux rebelles dans la ville de Homs, dans le centre du pays. Tandis qu'au plan diplomatique, la Turquie appelle à une réforme du Conseil de sécurité de l'ONU pour mettre fin au blocage sur cette crise syrienne, des blocages dus au veto, au droit de veto utilisé par la Russie et la Chine. On apprend par ailleurs que l'émissaire international Lakhdar Brahimi se rendra demain en Iran et puis lundi à Bagdad pour s'entretenir avec le Premier ministre irakien Nouri al-Maliki. On passe au sport avec la Coupe d'Europe de rugby et une bonne journée pour les Français. À l'instant, Clermont vient de s'imposer face aux Gallois de Llanelli.
49 à 16. Les Clermontois ont inscrit pas moins de 6 essais. Cet après-midi, le Racing Métro s'est lui aussi imposé face au Munster. Victoire 22 à 17 sous une pluie battante au Stade de France. Et puis dans une demi-heure maintenant, Biarritz affrontera les Harlequins de Londres. Le tennis et Novak Djokovic et Andy Murray s'affronteront demain en finale du tournoi de Shanghai. Le Serbe s'est qualifié en demi-finale en battant le Tchèque Tomas Berdych 6-3, 6-4. Et l'Écossais s'est défait du Suisse et numéro 1 mondial Roger Federer 6-4, 6-4. Enfin la Formule 1 et c'est Mark Webber qui partira demain en pole position du Grand Prix de Corée du Sud. L'Australien devance Sébastien Vettel et Lewis Hamilton. Le Français Romain Grosjean partira en 7e position. Vous êtes bien sûr BFM Business, il est 18h34 et c'est la suite de la BFM Academy avec Nicolas Dose. BFM Academy 2013, Ève Chegaray, Sylvain Aurébi et Nicolas Dose sur BFM Business. Nous revoilà donc avec à suivre les bouches du coach. On va retrouver tout de suite celui qui n'a que 3 ans à vivre. BFM Academy saison 8, la mouche du coach. Bon, c'est évidemment ironique, il n'a pas que 3 ans à vivre, mais il a des ambitions à horizon de 3 ans, il a 42 ans, à 45 ans, il se passera des choses dans sa vie. Il s'appelle Vissoud Sissouk, il a créé Ecoprise, et c'est la prise programmable qui va couper le courant automatiquement pour économiser de l'énergie. Alors quand même, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie lui dit que les appareils informatiques et les appareils audiovisuels, ça représente 35% de la consommation du foyer. Et on est à 23% pour le froid et on est dans les 12-13% pour la consommation de lumière. Donc la lumière, c'est bien loin derrière et tous ces appareils qui restent généralement en veille pour beaucoup d'entre eux, eh bien finalement représentent une énorme consommation en énergie. Donc il a créé cette fabuleuse multiprise que j'ai dans les mains et qui permet, avec un système de programmation qui est totalement signé Vissoud Sissouk, eh bien, de programmer l'heure à laquelle ça va démarrer et l'heure à laquelle ça va s'éteindre. Et on n'a plus besoin de passer derrière avec l'interrupteur directement. Ça coûte 35,90 € cette multiprise. Elle n'est pas fabriquée en France parce qu'il n'a trouvé aucun industriel français apte à lui fournir ce produit-là. Du coup, bingo, c'est made in China, c'est comme ça. Il aimerait bien se lever à 4 h du matin, mais il n'y arrive pas. Par contre, à 45 ans, il espère bien qu'il pourra vivre différemment. Il aura encore de nombreuses années devant lui, on le sait bien. Il attend 120 000 € de chiffre d'affaires en 2012 et entre 300 000 et 1 million d'euros en 2013 si tout va bien. Avec, si tout va bien, 30 embauches d'ici 3 ans et pas 3 embauches d'ici 30 ans, comme j'avais dit tout à l'heure. Bon allez, des éléments de portrait avec Ève. Et puis ensuite, c'est les mouches du coach à suivre. Bah alors, quand j'ai tapé votre nom dans Google, j'ai pas trouvé grand-chose en dehors de votre entreprise. Vous faites peut-être partie de ceux qui font le ménage régulièrement, mais voilà, on n'a pas beaucoup d'infos sur vous comme chef d'entreprise, mais plus sur vous comme geek. Mais j'ai envie de dire, vous êtes Vissoud, un geek qui parle, qui s'exprime, qui raconte des choses qui n'est pas forcément le cas de ceux qui sont câblés que sur leur ordi. Et vous racontez plein de choses et vous êtes vraiment passionné par votre mission presque d'entrepreneur. Vous racontez que vous voir en entreprise, alors vous êtes passé chez IBM et autres, diplômé et préparé pour ça, vous vous imaginiez pas rester longtemps avec un manager au-dessus de vous qui vous empêche de créer, d'innover, d'inventer. Et c'est vraiment ça votre driver. Et j'ai trouvé ça assez original. Merci. Juste un truc là, pour bien illustrer, sur la boîte. La boîte de Nicolas. Oui, j'adore. Il se débat avec son petit. Alors attendez, question à 1000 francs. La consommation, le coût par an de la consommation en kilowattheure d'une box ADSL. C'est énorme, 26 € la box ADSL tous les ans. Et ça, c'est le coût quand elle est en activité ou quand elle est en... Bon, remarquez, la box ADSL... En service. Oui, non, mais bien sûr. On a un exemple là-dessus, c'est qu'il y a 20 millions de box qui tournent 24 heures sur 24 en France. Oui, alors, si on pouvait éteindre un tiers du temps... Un tiers de ces box. J'ai jamais éteint mes box. Mais non, mais après vous n'avez plus de téléphone si vous éteignez la box. Oui, mais la nuit, vous avez 3 téléphones chez vous. Vous n'avez plus de téléphone. Comment on se lève à 4 h du matin si on n'a pas la box? Oui, il y a les téléphones mobiles. Ça pose des questions de style de vie. Ne vous laissez pas distraire par Nicolas qui est en train de lire tout ce qui est écrit derrière votre packaging. L'histoire d'Ecoprise est sur la boîte. Voilà, 1, vous branchez, 2, vous réglez, 3, vous activez. Et le packaging est super, d'ailleurs. Magnifique. Le packaging est made in France. Oui, on a made in... Enfin, c'est asiatique, donc je suis asiatique, made in moi, mais je suis français. Made in et en fait, là, on a vraiment travaillé le détail parce que là, par exemple, tout ce qui est comparaison énergétique, on s'est inspiré du design qu'il y a dans les paquets de biscuits, vous savez.
Exact. Voilà, Ouais. on a pris... ça parle à Sylvain, Oui. ça, alors. Je vais vous embaucher. Dans 3 ans, quand vous aurez plus rien à faire, vous viendrez faire des packaging chez moi. Entre rentiers, ça marchera. Bon, alors Vissoud, on va redevenir sérieux 2 minutes, s'il vous plaît, parce que si on laisse Nicolas partir... Si la BFM Academy devient l'émission des rentiers, là, je remonte à billet. Bon, alors, vous l'avez dit, vous surfez sur deux domaines très porteurs, l'écologie et l'économie, et les économies même, devrais-je dire. Vous proposez une solution ultra simple. Oui. C'est ultra simple pour dépenser moins en sauvant la planète. Merci. C'est merveilleux, bravo. C'est pas contraignant comme solution parce que ça vous empêche pas de faire des trucs. C'est pour éviter les fuites. C'est pour éviter de gaspiller de l'argent. Oui. Et à ce titre, d'ailleurs, je me demande si notre ministre des Finances ne devrait pas utiliser une écoprise pour éviter les gaspillages de notre budget. Ça serait bien, non? On pourrait lui proposer ça. Il faudrait mettre une écoprise de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale. Pour les services publics quand ils servent à rien. Il faudra en mettre beaucoup, en fait. C'est un sacré business, parce que si on en met dans toutes les commissions qui sont chargées généralement de creuser les trous au lieu de les combler, il y a du boulot. Bon, alors ça marche très bien chez soi, mais ça marche beaucoup mieux dans les entreprises et les administrations, parce que là, pour le coup, moi j'ai essayé de faire le calcul. Alors vous avez un petit calculateur, je sais pas comment vous appelez ça. Un éco-calque. Oui. Ah voilà, et avec ça, on calcule combien on économise. Alors vous mettez votre photocopieuse, votre téléphone, etc. Oui. J'économise apparemment 33 000 €, mais j'ai du mal à faire le calcul. Par an. Pour Orientis ? Oui, mais bon, avec 300 personnes, etc. Donc, à mon avis, il faut que je mette mon contrôleur de gestion là-dessus. Enfin, cela dit, c'est très bien fait. Ça permet de savoir combien on économise. C'est très ludique. Votre site est très bien fait. Il n'y a rien à dire, sauf la partie vente en ligne. Alors, vous avez un deuxième site pour la vente en ligne. On ne sait pas trop pourquoi. Oui. Du coup, on est un peu paumé là-bas. On va de l'autre côté. Il est moins sympathique, le site. Mais enfin, bon. On a appris que dans les bureaux, ce qui consomme le plus, c'est les distributeurs de boissons froides. Oui. Pourquoi froide? Réfrigérateur. Et chez nous, c'est la Vox, me disait Nicolas. C'est Xavier Niel que vous enviez, qui nous coûte le plus d'argent finalement. Et on a en plus la conversion en tonnes de CO2. Et on a la conversion absolument en tonnes de CO2. Donc c'est merveilleux. Bon, le seul truc, c'est que je trouve ça quand même hors de prix. Parce que 35 €. 90. Oui, 35 € pour une prise de ce style, ça me paraît beaucoup. Et je me demande si finalement, parce que ça ne vous coûte pas, à produire, ça coûte surtout en Chine. Oui. Bon, je ne sais pas ce que ça coûte, mais ça ne va pas coûter très cher. Il ne va pas nous le dire. Non, mais il ne va pas nous le dire, mais je me demande si finalement, vous n'êtes pas en train de vous tirer une balle dans le pied, parce que vous vendez votre produit trop cher, que vous allez en vendre peu, et que du coup, je ne sais pas si votre entreprise va se développer. J'ai l'impression qu'il est trop cher et que du coup, vous essayez de participer à l'économie d'énergie. Vous nous vendez un peu nos propres économies, hein, et je trouve que c'est pas forcément une bonne idée, et que si vous vendiez cette prise, je dis n'importe quoi, à 20 €, vous en vendriez beaucoup plus, et peut-être que là, vous feriez fortune, et dans 3 ans, vous iriez à la retraite. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai d'autres commentaires. Réaction de Bissou. C'est ce que je pensais au départ, mais quand je suis allé à Auchan, etc., vous voyez les multiprises de bonne facture, c'est entre 30 et 49,90 €. Une multiprise normale? Oui, non, avec une multiprise. Mais pareil, voilà. Mais après, vous prenez une multiprise Ikea, évidemment, vous êtes à 5 et 10 €. Par contre, il ne faut pas oublier... Elle fait le même boulot, la multiprise, mais là, franchement. Non, parce qu'il y a quand même un petit microprocesseur. Non, mais là, il y a un programmateur. C'est pas oui, le on-off, elles l'ont toutes, le on-off. Et ensuite, n'oubliez pas que vous économisez de l'argent à partir de la première année. C'est-à-dire que vous êtes rentabilisé. Avec une autre multiprise, vous n'avez pas de retour sur investissement. Honnêtement, il y a beaucoup de choses dont on attend des économies, ou en tout cas, on a envie que ça mette moins d'1 an, voyez, sur ce genre de volume. Moi, je dirais autre chose, c'est que les 35 €, je les mettrais volontiers si, deux choses, le design, le look, me donnait envie de le voir vraiment dans mon intérieur. Et la deuxième chose, si votre communication me faisait comprendre que j'entre dans la communauté des gens bien, qui font des trucs intelligents, qui servent à la planète, vous voyez, et que je reçoive une forme de reconnaissance ou d'appartenance, etc. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose à travailler de ce côté-là. Côté design, s'il y avait peut-être une autre petite fonction supplémentaire, si ça rendait un autre service, etc., peut-être même que ça pourrait être encore un petit peu plus cher. Oui, c'est vachement important la manière futuriste quand même. Parce que toutes les box qu'on nous vend aujourd'hui, elles ont toujours un look un petit peu nouveau, et là on est sur une multiprise. C'est vrai que la manière de communiquer, c'est hyper important. Si François Hollande avait dit, écoutez, c'est grave, chef d'entreprise, j'ai besoin de vous, aidez-moi, c'est pas comme c'est grave, chef d'entreprise, je vais vous planter. C'est pas la même chose. Vous voyez, la manière dont on cause, effectivement, fait qu'après la perception du message est totalement différente. Alors sur le look et sur le message,
On a, allez, 1 minute 30. Alors, sur le look, c'est qu'au départ, on a voulu, comme on se fixait, c'est que même les personnes de 70 ans, 75 ans, elles puissent utiliser ce produit. Et que de nos jours, on essaie de fabriquer des produits geeks. Moi, je suis un geek, comme vous l'avez dit, et on essaie de fabriquer des produits design qui vont augmenter peut-être le prix et qui finalement vont restreindre. Si c'est design, mamie ne le verra pas et elle ne l'achètera pas. Ah oui, elle dira que oh là là, c'est Retour vers le futur, voilà. Et puis d'où l'idée aussi de la levée de fonds qui va permettre de créer une gamme, parce qu'on avait les moyens que pour créer un seul produit. On avait plein de critères et on a dû, mais on entend ces critères. Couleurs, voilà, c'est ça. Parce que tout le monde n'a pas un seul voilà, l'idée, voilà, c'est exactement des couleurs, des produits au design plus ciblés, ouais, en rond. Alors, faut pas trop citer nos idées. Mais non, d'accord. Je me tais alors. Entre Nicolas et vous êtes mal barré. Et sur votre communication, sur ce côté peut-être communautaire. Alors, on a un logiciel qu'on développe qui s'appelle EcoClick, qui fonctionne en mode cloud, où chacun va pouvoir remonter sa consommation sur un portail et les économies qu'il a réalisées. Donc là, on va rejoindre notre concurrent où on essaie un peu de fédérer les gens à travers un logiciel et qui va communiquer avec la prochaine écoprise. Bon, vous n'aurez pas 3 ans pour voter, vous aurez quelques jours pour voter. L'histoire donc de Vissoul Sissouk avec Ecoprise et donc jusqu'à 300 000 voire 1 million d'euros attendus de chiffre d'affaires l'an prochain si tout va bien avec son Ecoprise, ecoprise.fr. Dernière pause dans cette BFM Academy et à suivre la mouche du coach de Grégory Nicolaïdis avec We Love Words. BFM Academy 2013, Ève Chegaray, Sylvain Aurébi et Nicolas Dose sur BFM Business. C'est à la fois un réseau social, c'est à la fois une place de marché, c'est un producteur de contenu, c'est tout nouveau, c'est sur BFM Academy. BFM Academy saison 8, la mouche du coach. We Love Words, ça n'est pas la chanson d'Effer David il y a 25 ans, c'est une entreprise qui a vu le jour et qui a été créée par Grégory Nicolaïdis. Producteur de contenu pour les marques, je suis une marque, je suis complètement sec, je veux changer de nom, j'ai aucune idée, je voudrais un bon slogan. Les mecs que je paye une fortune me trouvent rien globalement ou que des choses déjà vues. Tiens, si je faisais confiance à quelqu'un qui a créé un site qui consiste finalement à aller chercher des talents dans tous les sens, talents qui s'ignorent souvent, qui sont des gens qui vont apporter leur contribution, leurs mots, leur syntaxe, leurs poèmes, leurs slogans, leurs histoires. Et en fait, il y a des perles qu'on va réussir à dénicher comme ça. Donc, c'est une place de marché qui est ouverte à tous les auteurs de textes courts, de nouvelles, de slogans, d'argumentaires, de sketchs, de paroles, de poèmes. Et derrière, évidemment, il y a l'idée que ça va pouvoir créer un business parce qu'on va pouvoir vendre de l'argumentaire, vendre des choses aux marques, vendre des choses au domaine de l'industrie artistique. Et c'est tout le pari de Grégory Nicolaïdis avec We Love Words. La partie purement vraiment business, elle va arriver bientôt. Elle est en train de se mettre en place, mais le côté réseau social des talents qui s'ignorent avec leurs mots existe déjà. Voilà, quelques éléments de portrait. Volontiers. Avec Ève Chegaray et ensuite les mouches du coach. Alors sur Internet, pour la peine, Grégory, vous êtes partout. Hein. C'est dur de vous éviter. C'est un peu son boulot en même temps. Ça n'a pas 25 000, donc c'est forcément lui. Oui, là, j'ai pas été gênée par les homonymes. On apprend que vous avez grandi à Saint-Étienne. Que vos je le revendique. Ouais. Vous parlez de la gagne des verts. Des verts, voilà. C'est pas forcément l'époque, mais oui, ça a marqué. Allez, les verts. Vos parents, alors j'ai trouvé ça dans un article sur vous dans Silicon Maniacs, étaient dans le design de fibre optique qui éclairait entre autres la Tour Eiffel et d'autres monuments. Ouais, vous êtes allé chercher ça. Non, c'était dans les premières réponses. Non, mais c'est un des piliers aussi, la famille. Je pense que c'est. Ouais, je suis une famille d'entrepreneurs qui a développé une petite boîte qui a été revendue il y a 2 ans de 20 personnes. Et ils ont fait plein de choses et notamment, en effet,
Ils ont équipé des musées de Prado à Madrid ou la Tour Eiffel. C'est fabuleux quand même de grandir dans cet environnement. Donc créativité et entrepreneuriat. Donc finalement, vous êtes dans la veine familiale. On apprend que vous êtes un amoureux des mots. Alors je ne sais pas si vous avez organisé votre communication depuis que vous avez créé Wheel of Words, mais en tout cas, c'est sacrément... mince, le mot m'échappe. Congruent. Hein, il va falloir m'aider pour les mots. Ça se tient. Et je trouve que c'est très agréable de trouver des parutions. Merci. En gros, si vous êtes un chanteur et que vous en avez marre d'avoir des paroles de plus en plus nulles année après année, il y a peut-être une solution pour trouver à nouveau des textes tout à fait somptueux, merveilleux. On peut savoir qui c'était le chanteur dont vous avez parlé tout à l'heure? Oui, c'était Elisa Tovati. Voilà, artiste avec qui j'ai passé de super moments chez Universal et pour laquelle on cherchait de nouveaux paroliers. Nouvelles choses. Alors, Grégory, franchement, il manquait sur le web une offre comme la vôtre. Vous l'expliquez d'ailleurs parfaitement sur une petite vidéo qui est sur votre site. Il y a une petite visite guidée. On va l'écouter, on va écouter juste le début et même le voir pour ceux qui ont la télé. Okay. Pour réaliser des vidéos et vous voulez les partager, vous irez certainement sur Dailymotion. Vous êtes photographe et voulez publier vos photos? Vous vous tournerez vers Flickr. Vous êtes un groupe de musique et voulez trouver un producteur? Vous irez sûrement créer un compte sur MySpace. Question, où pouvez-vous faire tout cela sur Internet quand vous êtes auteur? Vous ouvrirez peut-être une page sur Facebook. Vous surferez sur Twitter. Vous tenterez de copier-coller vos textes sur votre page MySpace. Vous pourrez créer un blog à partir duquel vous publierez vos textes. Mais vous utiliserez finalement des outils qui ne sont pas pensés pour vous. Constat, il n'existe pas encore de réseau social destiné uniquement aux auteurs. Voici donc la raison d'être de Wheel of Words. Nous sommes la première plateforme communautaire francophone sur Internet destinée aux auteurs. Voilà. C'est hyper clair. C'est clair. C'est très clair. J'avais regardé cette vidéo, on comprend tout. Voilà, c'est formidable. Et vous voulez devenir le Dailymotion des auteurs. Alors, vous vouliez, en tout cas. On veut toujours, parce que vous êtes en train de changer un peu de modèle. On veut l'être, mais on pense que pour nous, ce sera un outil au service de notre stratégie B2B. Très bien. Oui, et puis on a beaucoup d'humilité là-dessus. C'est super clair, très attirant. Il y a des petits screencasts, des petites vidéos ludiques, absolument. C'est très bien. On vous explique comment publier sur Wheel of Words. On vous explique comment protéger vos textes. C'est ça. Il y a un service de protection de texte, en fait. En fait, on a beaucoup d'auteurs qui sont arrivés sur le site en disant, OK, le site est génial, mais j'ai peur qu'on vienne me piller et me spolier. Et donc, en fait, c'était une réponse à ce besoin-là. On a développé un service légal d'eurodatage de texte en ligne. Donc, on a une alternative légale au dépôt. Eurodatage, oui, c'est bien. On sait quand ça a été déposé. Quand on a 10 000 auteurs, et c'est le chiffre actuel, effectivement, il faut commencer à devenir un petit peu... Voilà, c'est plus la bande de copains, quoi. Ouais. Vous organisez des concours. Alors, c'est des concours très marrants. Il y a un concours Harlequin en ce moment. Il faut écrire une histoire d'amour. Voilà, le concours Harlequin, c'est magnifique. C'est un super challenge parce qu'on a tous en tête les vieux slogans complètement surannés d'Harlequin. Absolument. Ça a inventé d'un coup, c'est... Ben oui. Alors, vous avez... Non, j'ai trouvé ça génial. C'est une image qui est, enfin, pour les gens de ma génération, c'est suranné, Harlequin. Il y a tout à faire, tout à réinventer. Alors, vous avez un concours avec le livre de poche aussi, vous avez des partenaires prestigieux. Tout devait bien se passer, tout était organisé pour, mais finalement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Ah, c'est un truc terrible, une personne de la famille doit disparaître, il faut écrire là-dessus. Bon, il y a des concours un peu plus olé olé, comme le festin cru, dont le thème est d'écrire un texte cannibale. Bon, alors, je ne sais pas trop ce que c'est qu'un texte cannibale. Bon, ou alors Partie fine, qui est mon préféré, évidemment. Partie fine, c'est une histoire à huis clos érotique. Donc il faut écrire là-dessus et c'est interdit au moins de 18 ans, c'est-à-dire qu'il faut mettre sa date de naissance pour aller lire les textes. Alors là, vous modérez. Oui, on peut mentir évidemment. Bon, vous allez susciter sûrement des vocations chez les jeunes auteurs et moi je trouve ça vraiment, vraiment génial. L'autre point fort de Wheel of Words, c'est vous, Grégory. Vous êtes une personnalité attachante, vous êtes sympathique, vous avez fait une excellente école, je crois. Parce qu'il était à l'ESCP, je le dis, parce que il faut que je... Oui, excellente école, très bonne formation, qui fait des gens incroyables. C'est vrai. Vous avez très bien réussi. Vous avez travaillé avec chez Universal avec Pascal Nègre. Que Sylvain Réby, ça lui rappelle des souvenirs. Oui, on n'a pas forcément compris le lien entre cet enthousiasme débordant et l'école que vous citez. Ça se comprenait. Vous avez eu Pascal Nègre comme mentor, parce qu'on fait pire comme gourou, oui, absolument. Donc vous avez beaucoup d'atouts pour faire de Wheel of Words la vraie place d'échange. Des slammeurs, des blogueurs, des poètes, etc. Des concepteurs, rédacteurs, enfin tous ceux qui veulent écrire peuvent écrire là et publier. Il manque quelque chose pour que le pari soit gagné. Je trouve que la communauté n'est pas assez animée parce que vous avez 8 à 10 000 membres, mais enfin il y en a quand même une grande partie qui ne sont pas actifs.
il y en a certains qui sont actifs, assez peu nombreux, me semble-t-il. Il y a plein de profils de gens qui sont là pour voir simplement et qui ne publient rien. Donc le site est un peu, il est un peu statique, oui, effectivement. En fait, on a à peu près, je pense, la moitié de nos auteurs, donc à peu près 5000, qui sont des membres qui viennent au moins une fois par mois sur notre site, ce qui est pas mal. Mais qui ne publient pas forcément. Qui ne publient pas forcément, exactement. Je pense que, mais il n'y a pas de hasard. C'est notamment pour ça qu'on a créé Will of Words, c'est qu'il faut qu'on les amène à écrire. Il y a beaucoup d'auteurs qui sont devant une page blanche et qui disent, ok, pourquoi je vais de quoi, pour qui, pourquoi. D'où l'intérêt d'avoir cette place de marché qui, au quotidien, leur rappelle que on a besoin de leur plume sur tel et tel sujet. Ouais. Et je pense que plus on aura réussi à industrialiser, même si le mot est un peu vilain, mais c'est une réalité, si on arrive à industrialiser le modèle et à amener de plus en plus de clients à lancer des concours sur notre site, puis on arrivera à amener notre communauté d'auteurs. Il faut peut-être masquer tous ceux qui ne participent pas pour que. Et donc voilà. Et donc je crois qu'il y a un problème de timing chez vous, parce qu'il y a un défaut de communication. On n'entend pas parler de Will of Words. Moi, je n'en avais jamais entendu parler avant qu'on se rencontre. Et je n'en avais jamais entendu parler. On n'en parle pas suffisamment. Il y a un défaut de communication qui nuit au timing, parce que il faut aller vite avant que votre idée soit piquée ou développée par d'autres. Le développement de contenu de marque, il y a d'autres boîtes qui font ça. On avait reçu Créads ici. Qui fait ça aussi, donc il faut un peu pousser, je pense. Ève Chegaray. Bon, il faut aller vite. Alors, moi, il y a une chose qui m'a quand même beaucoup marqué et amusé finalement dans votre histoire, c'est que vous avez un pur look d'auteur de Saint-Germain-des-Prés. On vous imagine. Assez looké avec la chemise verte. Je ne sais pas que ce soit un compliment de part d'Ève. Le look germano-bratin. Je crois qu'on est bien assorti. Oui, mais écoutez, très bien. Allons boire un café pour en discuter. Non, mais ce qui est marrant, c'est que voilà, vous incarnez ça, mais en fait, ça c'était l'ancien monde et vous c'est le nouveau monde. Et bien sûr, on le voit en temps réel. Il faut aller vite, comme le souligne Sylvain, et c'est vrai que c'est important. Vous n'avez pas fait tout ça pour vous ramasser dans 2 ans, quand Vissoud sera devenu rentier. Ce serait dommage. Voyez. Mais en même temps, regardez, ça a vraiment changé, c'est dingue. Il a fallu que vous arriviez pour que Harlequin, on en parle, se lance dans une opération comme ça. Et puis je pense qu'après, moi j'incarne le projet avec ma personnalité et mon profil, mais j'ai su m'associer de personnes aussi qui ont le leur. Et quand on va en rendez-vous, il y a un profil créatif. En même temps, j'ai un profil créatif que je nie pas, mais j'essaye aussi, de plus en plus d'ailleurs, d'être un bon gestionnaire, de développer mon plan. Et je trouve qu'aujourd'hui, on arrive plutôt bien. J'y venais, c'est que quelquefois dans les projets artistiques, c'est un cliché, c'est évident, mais bon, on rencontre de bonnes idées et on sent qu'il va manquer la résistance et la bonne gestion et la vision, etc. Mais quand on a fait une bonne école, il n'y a pas de problème. Et vous avez mais vous avez vu que dans les portraits, j'essaie de plus parler des diplômes et de me mettre au bout du jour. C'est pour ça que j'étais obligé de le faire. Oui, mais allégeons-nous un petit peu. Et voilà, vous avez l'air sérieux, ça c'est quelque chose d'important. Après, c'est vrai, c'est quoi le coup d'après? Comment vous nous rassurez? Comment vous nous montrez que vous allez aller fort? On vient de signer un deal avec la SACEM, un deal cadre récurrent à l'année. Enfin, on a des grands comptes qui tombent de plus en plus. Et je pense qu'on n'a pas forcément besoin d'arriver en costard-cravate en rendez-vous pour toujours faire passer le message et montrer qu'on est sérieux. En l'occurrence, je trouve que... Mais je retiens le conseil du coach et merci pour ça. Ça se joue cette semaine donc entre Ecoprise avec Vissoud Sissouk face à Grégory Nicolaïdis et Will of Words, le producteur de contenu pour les marques, et la place ouverte aux jeunes talents qui s'ignorent, pas forcément jeunes d'ailleurs. Vous votez, vous les départagez sur bfmbusiness.com, puisque maintenant c'est bel et bien votre émission, la décision vous appartient. BFM Academy 2013, en juin, il n'en restera qu'un. Rapidement, avant de se quitter, les humeurs du coach et l'humeur du chef d'entreprise. On commence avec Ève Chegaray. Un chouette bouquin de Michel Serres, philosophe qu'on adore tous quand on le connaît. Absolument. Petite poussette. Ce livre parle de vous deux, puisque c'est un livre et c'est le monde des geeks aussi. Michel Serres nous raconte comment, quand on est entrepreneur, on va recruter cette fameuse génération Y. Au lieu de l'appeler génération Y, il parle de cette petite poussette, parce qu'on se sert tous tellement de nos pouces avec le monde digital et numérique maintenant. Et il raconte avec son style un petit peu poétique des choses très très vraies, très intelligentes, qui, je crois, dans le monde de l'entreprise, peuvent nous aider à comprendre cette jeune génération et à travailler avec elle, en tirer le meilleur. Et l'humeur du chef d'entreprise avec Sylvain Aurébi. Le chef d'entreprise, il est très heureux parce qu'il est mentor à l'IME maintenant, le chef d'entreprise, l'Institut du mentorat entrepreneurial de Dominique Restido. Oui, je suis coach, un peu comme elle, c'était mon rêve dans la vie. Non, mais c'est très bien l'IME parce que c'est un entrepreneur chevronné qui va aider un jeune entrepreneur qui a du potentiel. Et donc voilà, donc j'ai un jeune entrepreneur que je vais coacher maintenant, que je vais mentorer, et qui s'appelle Boris Bazan.
et qui a un groupe de restauration. Quand tu pourras prendre cette pierre dans ma main, tu pourras quitter la monastère. S'il n'existait pas, Nicolas, il faudrait l'inventer. Donc je vais le coacher pour 18 mois. Boris, il a un groupe de restauration. Il y a déjà 3 restaurants aujourd'hui, une centrale d'achat. Il n'a pas le nom de le groupe encore. Donc il a un resto qui s'appelle le Christine, les Fous de Lille dans l'île Saint-Louis. Et donc on va bâtir avec lui un grand groupe de restauration. Les costes n'ont qu'à bien se tenir. Ça va s'appeler Petit Scarabée, voilà. Allez, c'est à vous de voter. BFMbusiness.com. On se retrouve pour une prochaine BFM Academy la semaine prochaine, bien évidemment. Maintenant, votez sur bfmbusiness.com pour élire les finalistes de BFM Academy saison 8.